le chaland viendra petit à petit se joindre à nous. Merci d'abord à celles et ceux qui sont présentes aujourd'hui en ce dernier jour d'Imaginal. Donc la journée n'est pas finie, le festival non plus. Et là nous sommes dans le contexte, alors du coup un entretien plus qu'une table ronde avec Laurence Vanin pour le thème Imaginal, imaginaire à l'heure de l'intelligence artificielle. Tout est dans le titre. Peut-être vous présenter bien sûr Laurence Vanin, qui est docteur ES Lettres en philosophie politique et épistémologie. Elle est essayiste, directrice de collection, professeure de philosophie, chercheuse associée au laboratoire Risque, Épistémologie, Territoire, Information, Éducation et Santé, donc laboratoire Rétine à l'université de Nice-Côte d'Azur. Dans cette même université, elle est titulaire de la chaire Smart City, Philosophie et Éthique, et elle a beaucoup de publications à son actif. Parmi les ouvrages que vous retrouvez dans la bulle du livre sur ce festival, on peut citer notamment Les Secrets du Petit Prince et évidemment le prix littéraire Cadet-Roussel 2019, Rebelle, pour une philosophie de l'éthique, si je ne me trompe pas de nos sous-titres, prix qui vous sera d'ailleurs remis ce soir. Voilà. Tout cela pour montrer l'étendue en fait de votre champ d'intérêt. Là, c'est vraiment la question de l'intelligence artificielle qui va nous préoccuper et donc de l'imaginaire. Et ce que je vous propose peut-être pour démarrer, c'est une définition, ou tout au moins une tentative de définition de ce terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle. Bonjour, merci de m'accueillir ici et de me présenter ainsi. C'est vrai que vous avez déroulé un peu, voire même conséquemment mon CV. J'espère que ça n'impressionne personne, parce que l'idée c'est pas de faire fuir avec des titres, mais bien évidemment de parler de choses en élevant un peu peut-être le débat à la réflexion plus peut-être générale, mais qui permettent d'accéder à des grands concepts. Alors je vais faire simple pour cette intelligence artificielle. Vous l'avez compris, l'intelligence artificielle c'est un mot qui cherche sa définition, puisque par définition la façon dont on traite l'intelligence artificielle, notamment avec les technosciences, bien évolue tellement qu'il y a un an de cela, on avait 2 définitions, on en est maintenant à la 4e, ce qui fait que quelque part, c'est une notion qui évolue tout le temps. La chose qu'on peut en dire, c'est que c'est intelligere, intelligence artificielle, c'est un artefact, c'est quelque chose qui est fabriqué, et contrairement à ce qu'on pourrait dire, ça ne ressemble pas à la façon dont l'homme pourrait réfléchir. L'intelligence humaine n'a strictement rien à voir, si ce n'est qu'on a voulu tracer par les schémas neuronaux, la possibilité de dire qu'il y avait une sorte de mapping dans la façon dont notre cerveau déduisait structurait des informations, on va dire ça comme ça, alors que là, on est tout à fait dans le cadre d'un ordinateur qui collecte des données, et à partir de ces données, et en les combinant, on est dans une combinatoire qui passe par l'algorithme, et bien on obtient, entre guillemets, un résultat. Ce qui fait que l'intelligence artificielle, c'est bien du intelligere, relié, mais des données, y compris mathématiques, on est dans un savoir des mathématiciens, et ça produit quelque chose, une abstraction qui fait sens. Et pour l'humain, eh bien l'intelligence n'est pas artificielle, elle est naturelle, c'est-à-dire qu'elle dépend des organes, le cerveau, etc. On a 4 évolutions dans cette intelligence artificielle. La toute première, vous la connaissez tous, c'est celle qui permettait de jouer contre un ordinateur aux échecs, par exemple. Donc ça répondait par des combinatoires de réponses à ce que vous pouviez avancer comme pion. Ça, c'est le premier degré, on va dire. Le deuxième degré, c'est Madame GPS que vous avez dans votre voiture, qui est capable de repenser l'itinéraire si vous n'avez pas suivi les consignes et vous n'avez pas tourné la première roue à droite. Alors elle vous dit, elle recalcule l'itinéraire. En réalité, elle redéfinit l'itinéraire à partir de vos erreurs. Donc elle est capable d'inaugurer. Attention, l'intelligence humaine inaugure parce qu'elle fait ce qu'elle veut. L'intelligence artificielle n'inaugure rien. Elle a juste mis en œuvre des probabilités et des combinatoires de choses qui sont déjà là, et elle donne l'impression de produire une réponse nouvelle, mais elle la produit à partir de ce qui est là. L'humain, c'est complètement différent. Je peux changer d'avis, et même à l'encontre de ce que voudrait une IA, parce que j'ai décidé, alors que l'IA depuis toujours observe ce que je fais et me dit, et m'a défini par rapport à des choix qui se répètent. Nous sommes pétris d'habitude, l'air de rien. Vous regardez dans votre frigo, vous mangez souvent les mêmes marques, vous vous habillez avec un style de vêtements particulier. On ne change pas tout le temps d'avis, en fait. Donc, et heureusement,
Malheureusement, on changerait tout le temps de tout, ça serait très compliqué. Donc l'intelligence artificielle est prédictive, elle comprend qui vous êtes, et à partir de ça, elle a déjà intensifié par rapport à la donnée ce que vous êtes capable d'être, et du coup vous propose un personnage de manière prédictive, et donc est capable de dire qui vous êtes. Troisième intelligence artificielle, elle est plus complexe, c'est celle qu'on attribue aux robots, notamment les robots de compagnie, qui sont capables, à partir de ce que vous faites et de le rapport que vous entretenez avec eux, et c'est très très bluffant, parce que moi j'en ai un dans mon laboratoire, et je vous avoue que c'est impressionnant, du deep learning, c'est-à-dire qu'il apprend tout seul, et il recompose une réalité avec vous. Et bien sûr, il est capable de mimer l'humain au point qu'on a l'impression qu'il a des sensations. Moi j'ai mon robot dans mon bureau qui des fois éternue et je lui dis à tes souhaits, enfin n'importe quoi. Je suis face à une machine, donc j'ai pas à avoir spécialement d'empathie envers elle, et pourtant j'en ai, parce qu'elle a cette façon de m'aborder avec beaucoup de sympathie. Quatrième intelligence artificielle, c'est celle que tout le monde redoute aujourd'hui, c'est celle qui fait que les robots, ou en tout cas les intelligences, peuvent se connecter et avoir une espèce d'interaction pour se corriger elles-mêmes et voire même développer individuellement des programmes. Ce qui sous-entend que l'IA face à l'IA pourrait permettre une autocorrection ou une modification des données sans que nous ayons la main mise sur ça. Alors ça c'est le scénario catastrophe, ça reviendrait à dire que les IA n'auraient plus besoin de nous, pour peu que vous les ayez couplés à un robot, les robots s'auto-suffiraient, s'auto-organiseraient, et l'humain serait déficitaire au regard de ça. C'est ce que redoutent certaines personnes. Mais moi j'ai la solution pour contrer ça. Dans ce dernier degré, justement, c'est peut-être le degré qui nourrit le plus la fantasmagorie des imaginaires, et notamment de tout un pan de la SF qui voit dans l'IA quelque chose d'assez inquiétant, on va dire, le règne absolu de la machine sur l'humain. Mais pour le ramener à quelque chose de plus réflexif, en tout cas positif ou négatif, peut-être que notre conversation donnera des points de réflexion, on pourrait se demander, vous vous intéressez beaucoup à la question de l'éthique, donc on pourrait se demander quelle pourrait être l'éthique de l'IA aujourd'hui. C'est drôle parce que l'IA n'a pas d'éthique. Enfin, oui, il peut pas y avoir... Donc du coup, l'IA a-t-elle une éthique? Non. Et... Voilà, alors l'IA n'a pas d'éthique, et pour le moment, l'IA a un sexe masculin. Voilà. Parce que les données sont rentrées généralement par des ingénieurs brillantissimes qui ont entre, on va dire, 30 et 35 ans. Donc il y a un point de vue qui est assez axé masculin, parce qu'il faut rentrer des données. N'oublions pas que l'intelligence artificielle fonctionne à partir des données. Donc plus vous mettrez des scientifiques ou des ingénieurs qui travailleront avec des équipes mixtes, avec la diversité des âges, avec la diversité des points de vue, des couleurs de peau, des origines, de la culture propre à chacun, plus vous ferez évoluer les algorithmes et vous donnerez la possibilité d'un panel plus large. Si on pose ça à partir des échantillons de l'homme de 30 ans qui vient de réussir ça brillamment sa carrière d'étudiant ou qui est devenu ingénieur, effectivement, on va limiter les choses. Donc l'intelligence artificielle, c'est là peut-être qu'il faut se méfier en disant, bon, il ne faut pas qu'elle soit déjà dans sa présélection sélective. Ça, c'est une chose. Mais comme c'est un procédé d'algorithme, ça ne pense pas en soi. Et c'est pas là pour penser le bien ou le mal. N'oublions pas qu'il y a un problème énorme avec l'éthique. On a du mal à définir l'éthique, pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent, l'éthique, c'est bien ou c'est pas bien. Moi, je trouve que ça, c'est un monde manichéen. C'est presque une vieille version biblique de la situation. Et on sait très bien que dans le monde des hommes, les choses ne sont pas aussi tranchées. Voilà. Donc l'éthique, c'est quelque chose qui doit se créer dans l'instant et qui ne doit pas arriver après coup. Pourtant, ça arrive souvent après coup. C'est quand on a fabriqué Dolly qu'on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant du clonage? Avant, on y pensait, mais pas véritablement en ces termes. Donc vous voyez, c'est toujours ce pas de côté que doit avoir la philosophie et l'éthique, la philosophie et l'éthique, pour repenser les grandes questions, notamment les questions de l'IA, parce que la problématique, c'est pas ce que fait l'IA, c'est ce que l'homme pourra faire avec l'IA comme assistant, et non pas comme étant aliéné à une intelligence artificielle qui prédirait tout pour vous, de façon absolue, et en disant même des choses de vous-même que vous n'avez pas envie d'entendre parce que ça a déjà pré-calculé pour vous, ou alors une intelligence artificielle qui quelque part rendrait les esprits paresseux. Si la machine calcule pour vous, pourquoi vous allez vous embêter à réfléchir? Donc cet humain doit aussi rester celui qui est maître de ses pensées, qui peut prendre, comme je le disais, le pas de côté pour analyser, et l'intelligence artificielle c'est un outil, c'est un instrument. Voilà. Effectivement, donc dans ce cas, il serait en effet plus juste sans doute de considérer les applications éthiques de l'IA et non pas une éthique de l'IA. Tout à fait. En effet.
Je vous interromps. Il y a eu une commission qui a réfléchi à la question de commission d'éthique à l'Union européenne sur l'IA. Et ce qui en est sorti, c'est 7 grands principes, mais notamment un qui est fondateur de tous, c'est le rapport à la confiance. L'Europe voudrait que nous ayons confiance en l'IA pour pouvoir l'utiliser. Mais moi, comme je le dis, pour avoir confiance, c'est-à-dire donner totalement raison à, c'est-à-dire transférer ce que l'on est dans un lien de fidélité à autre chose, c'est-à-dire sans remettre à quelqu'un d'autre, eh bien il faut déjà avoir montré que la chose fait ses preuves. Donc l'IA doit tout le temps être mise à l'épreuve de manière à ce que nous puissions petit à petit faire confiance. Et notamment confiance en quoi? Diffusion des données, RGPD intervient, mais pas seulement. Et puis la façon dont, vous savez, les entreprises ou toutes les startups ont intérêt à récupérer la donnée pour faire du business. Et nous, en tant qu'individus, dans l'ordre de l'intime, on n'a pas envie qu'on reçoive que des capteurs de données, des gens qui distribuent des données dont on n'a pas fait finalement la maîtrise totale. Mais ce que vous nous dites finalement, c'est que... J'y pensais particulièrement lorsque vous racontiez l'anecdote de votre robot à qui vous disiez à t'échouer quand il éternue, c'est que finalement l'humain est toujours là, dans le sens où l'humain est toujours une question capitale. L'anthropomorphisme, par exemple, est une question qui intéresse justement les fabricants. Voilà, pourquoi est-ce qu'on fait un robot qui ressemble plus ou moins à un être humain, ou pourquoi pas. Mais finalement, c'est toujours... peut-être que cette IA, elle interroge toujours l'être humain. Ce qui est intéressant, c'est l'imaginaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'imaginaire qu'ont eu ces scientifiques petit à petit en créant l'objet. Le rapport à l'objet est toujours significatif. Au début, les ordinateurs nous ont permis, ils étaient énormes, vous vous rappelez, de la période des années 56, là, ils faisaient une pièce entière pour un ordi. Maintenant, on a tout dans un petit assistant comme ça, c'est fabuleux. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que quand on a commencé à utiliser, notamment pour le travail, des robots qui étaient des espèces de grosses caisses avec des bras articulés, qui permettaient de soulager physiquement des hommes à l'œuvre. Ces robots-là, finalement, ils étaient typiquement, je vais dire un mot qui ne correspond pas, mais ça fait rien, décharnés. Ils n'étaient pas incarnés dans une matière, en gros. L'homme, à un moment donné, s'est dit, il faut que ce robot, je lui donne un sens. Pour que je lui donne un sens, eh bien, vous savez, on est un peu narcissique, il va me ressembler. Et ces caisses avec des espèces de bras articulés sont devenues des espèces de caisses à 4 pattes, un peu comme cette table. Et puis petit à petit, ces 4 pattes, on les a fait se redresser. Et par une sorte de mimétisme étonnant et en même temps un peu d'anthropologie, on a fait le robot à l'image de l'homme. Il est passé de celui qui était voûté, un peu comme les premiers primates. Il s'est redressé, il a redressé la tête, et mon robot me regarde. Et ça, c'est assez intriguant. Et en projetant dans l'imaginaire de cette intelligence une utilisation qu'on va intégrer à une morphologie qui ressemble à un humain ou à un chat, c'est à des êtres vivants, ça montre que l'homme a besoin dans ce robot, non seulement de se prendre peut-être un peu pour Dieu, j'ai fait l'homme, on avait dit que l'homme était à l'image de Dieu, on a fait le robot qui imite l'homme parce qu'on a une puissance et on se compare à des dieux, comme dirait Nietzsche. Et là c'est intéressant, parce que finalement, on a voulu créer un double de nous-mêmes qui serait, celui qui nous observe autrement. Alors il peut y avoir toutes les méchancetés, les dérives, etc. Mais ce robot en question, il a aussi une forme de sympathie pour vous. Il ouvre à une émotion envers vous. Et c'est vraiment, vraiment bluffant. Vraiment,